À l'heure où l'État islamique tente de diviser les communautés, de créer des tensions religieuses, certains ont choisi de répondre en s'unissant, au-delà des différences, à rassembler des jeunes issus de toutes les religions, des croyants, des non-croyants, instaurer entre eux le dialogue et la connaissance des uns et des autres. C'est le défi de l'association Coexister. Son fondateur, Samuel Gibowski. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, en plateau avec nous. Coexister, c'est une association de jeunes, je le disais, de toute religion ou sans religion, qui œuvre pour, on va dire, le vivre ensemble, ce fameux mot, ou peut-être gros mot même, vivre ensemble, à travers des actions de sensibilisation à la laïcité et au dialogue. Mais quelles sont alors vos actions concrètes ? Alors, le cœur de l'activité de Coexister, on parlait des mots, c'est pas simplement le vivre ensemble, c'est le faire ensemble. Et on dit souvent que c'est grâce au faire ensemble qu'on peut vivre ensemble. Coexister, c'est un mouvement de jeunesse qui est réparti en 33 groupes d'action, qu'on appelle aussi groupes de coopération en France. Et dans chacun de ces groupes, il y a des jeunes de toutes les convictions. On dit plutôt convictions, puisqu'il y a des convictions religieuses, donc juifs, chrétiens, musulmans, mais il y a aussi des convictions areligieuses, athées ou agnostiques. L'idée, c'est de se dire que si ces jeunes de différentes convictions arrivent à faire ensemble des choses concrètes et à s'unir pour des causes communes, dans ce cas, la diversité de leurs opinions n'est pas effacée ou dépassée, mais plutôt elle est traversée pour être mise au service d'un objectif commun. Comme si, en fait, chaque conviction personnelle était contributive d'une citoyenneté, d'un objectif qu'on partage pour rendre la société plus belle et donc pour travailler au service de la justice sociale. Et sur le terrain, ça se caractérise comment ? Je sais qu'il y a quelques jours, vous étiez par exemple à Molenbeek. Et vous avez organisé, donc avec des croyants, des non-croyants, dans une église, une rencontre. Et il y a notamment des musulmans qui ont fait une rupture du jeûne pour venir aussi s'associer à ce mouvement. Alors, il y a quelques jours, avec Coexister Europe, donc la fédération qui rassemble nos associations en Suisse, Belgique et France, on s'est rassemblés à Bruxelles. Et donc, le groupe Coexister Bruxelles nous a accueillis et y participait à l'organisation d'un événement important. Vous savez, tous les soirs du Ramadan, les musulmans rompent le jeûne avec ce qu'on appelle l'iftar. Et cette fois-ci, l'iftar devait avoir lieu sur la place du village, du quartier de Molenbeek, avec la mer, etc. Sauf qu'il a plu de façon assez intense. Et donc, les chrétiens qui étaient là ont proposé d'ouvrir les portes de l'église, d'enlever les bancs, de dresser 5 grands banquets et de proposer aux musulmans qui le souhaitaient de participer à cet iftar ouvert aux chrétiens, aux musulmans, aux juifs, aux autres dans cette église. Donc on a vécu un moment très fort effectivement de rupture du jeûne qui était clairement orienté à ce moment-là contre le terrorisme. Toutes les prises de parole musulmanes, chrétiennes et puis municipales étaient, voilà, il y en a qui cherchent aujourd'hui par le terrorisme à nous faire peur, à jeter un sentiment d'opprobre, un sentiment d'anathème les uns contre les autres. Nous, au contraire, on va mettre à disposition ce lieu qui est grand et qui est facile à utiliser pour que vous puissiez rompre le jeûne dans des bonnes conditions et pas sous la pluie. Et ça, c'est très beau. Comment c'est accueilli là-bas, notamment alors à Molenbeek ? Comment vous avez trouvé ? On sait que c'est un petit peu particulier ici. Maintenant, pareil, Molenbeek, on a voulu coller aussi une image un petit peu sur cette ville remplie d'islamistes radicaux. Comment ça se passe, notamment avec les musulmans ? Comment c'est accueilli ? Alors, je ne suis pas un spécialiste de Molenbeek, j'ai passé un week-end, mais ce dont je me rends compte quand même en ayant été là-bas la semaine dernière, c'est que les habitants en ont un peu marre qu'on leur colle effectivement cette étiquette. On voit bien dans les entretiens qui ont été faits qu'ils en ont un peu ras-le-bol, pour parler franchement, d'être associés à ce que Trump avait dit sur les no-go zones, etc. Je pense que de façon générale, c'est un quartier effectivement qui a une très grande diversité de convictions et de communautés. Je pense que le défi pour ce quartier, comme beaucoup de nos quartiers en France, c'est de passer d'une cohabitation passive, où chacun vit les uns à côté des autres, à une coexistence active, justement. Et ça, c'est ce qu'a proposé cette initiative de rupture du jeûne, puisque des voisins de différentes convictions qui vivent plutôt bien en général, contrairement aux idées reçues, ne se contentent plus de rester chacun chez soi en se respectant de loin, en se tolérant, je dirais. Ils passent de la tolérance au respect, organisent cette rupture du jeûne ensemble, font quelque chose ensemble de concret et témoignent de leur amitié. Et ça c'est ce qui embête le plus les terroristes et Daesh, justement, puisque leur but à eux, ils ne font du terrorisme qu'en Europe pour créer de la division, de la haine et de la souffrance chez des personnes vulnérables qui ensuite seront plus faciles à recruter. Donc quand il y a ce type d'initiative qui va contre la vulnérabilité, contre l'isolement, eh ben, le recrutement est plus difficile. Et donc du coup, la mission terroriste, en quelque sorte, est mise en difficulté par ce type de coopération. Vos actions sur le terrain, c'est essentiellement quoi ? Des rencontres et du dialogue, en fait ? Alors c'est un parcours sur 1 an qui propose toutes les semaines un dialogue. Ça peut être une table ronde, un débat, une visite de lieu de culte, une conférence avec des invités de toutes sortes. Et c'est une opération de solidarité par mois. Et les deux sont très importants. Il y a ce dialogue toutes les semaines, cette solidarité tous les mois pour que vraiment on ne soit pas simplement sur le discours, l'échange, la rencontre, l'entreconnaissance, c'est déjà très bien. Mais on essaie de passer la deuxième vitesse et de trouver justement des lieux d'action commune. Cette solidarité, ça peut être des dons du sang, ça peut être des visites de personnes âgées, ça peut être des visites de sans-abri, ça peut être plein de choses différentes. Et ensuite, troisième temps, vous l'avez mentionné à l'introduction, c'est notre sensibilisation. C'est le fait, grâce à notre expérience, d'aller
rencontrer d'autres jeunes en lycée, en université, en milieu scolaire, pour animer avec eux un atelier sur le fait religieux, sur la laïcité, fort de notre expérience et montrer, regardez, on est là, jeunes de différentes convictions, on a déjà vécu ça, et donc on vous propose, vous aussi, de vous poser la question, d'éclairer votre conscience, de réfléchir, est-ce que oui ou non on peut vivre ensemble dans cette société. Vous adressez uniquement aux jeunes plutôt? Votre cible, c'est plutôt la jeunesse? Coexister, c'est clairement un mouvement de jeunesse, ça c'est évident, que ce soit dans les ateliers de dialogue et solidarité comme en atelier de sensibilisation. En revanche, on a créé cette année une nouvelle branche qui s'appelle Convivencia, qui a pour but de faire vivre la proposition coexister, mais en dehors. Par exemple, en entreprise, en collectivité territoriale, en prison, en grandes associations. Et donc cette année, on a lancé cette activité pour élargir notre cercle de cibles, mais coexister reste un mouvement de jeunesse. Vous avez à peu près 2000 adhérents, c'est ça? 1500 en Europe, oui. Ça augmente au fur et à mesure ou ça augmente c'est énormément. statique? Ouais. Ça augmente énormément. Malheureusement, je dirais, ça augmente par à-coup aussi après les attaques terroristes, parce qu'il y a souvent beaucoup de personnes indécis qui sont de bonne volonté, qui se disent qu'est-ce que je pourrais faire pour le vivre ensemble, et puis qui se disent finalement c'est pas si urgent que ça, parce que ça va plutôt bien, voilà, la fête de la musique s'est bien passée. Et puis dès qu'il y a une attaque terroriste, ils se disent ah non, en fait ça se passe pas bien, c'est urgent, faut que je fasse quelque chose. Et donc après chaque attaque, malheureusement, il y a de plus en plus de jeunes qui disent moi je veux créer un groupe près de chez nous. Ce que nous on essaye de dire, c'est que pour lutter contre le terrorisme ou la violence, il n'y a pas que la réaction qui fonctionne, il y a aussi l'action tout court, donc qui précède. Et donc s'il y en a qui se posent la question de s'engager pour ce type de coopération, il faut le faire maintenant et pas attendre le prochain drame. Vous avez 24 ans? 24 ans. Vous avez grandi dans le 15e arrondissement de Paris, d'une famille plutôt catholique de gauche. Oui, c'est un peu ça, exactement. Votre père est journaliste, votre mère est graphiste, vous avez 3 frères, me semble-t-il. Absolument. Et vous avez écrit déjà 3 livres? Deux livres perso et un collectif. Et donc là, le dernier manifeste pour une coexistence active, c'est aux éditions de l'Atelier. Vous avez créé cette association à seulement 16 ans. Pourquoi avoir fondé cette association? À quel moment elle vous est apparue nécessaire? C'est une longue histoire progressive, c'est pas venu du jour au lendemain. Je pense que la première graine, c'est mon école primaire, puisque c'est une école où il y avait 200 enfants et 42 nationalités pour 7 religions pratiquées et enseignées, avec 3 milieux sociaux, des enfants de diplomates. Typique des écoles parisiennes africains. Et autour d'ailleurs. Oui, c'est ça, mais alors là, il y avait vraiment une pédagogie arc-en-ciel très forte. C'est-à-dire le fait de reconnaître cette pluralité-là comme l'unité de l'école. Vous savez, c'est la pédagogie de Mandela en Afrique du Sud. C'est ça. Donc ça a été pour moi très fort, parce que quand j'ai quitté cette école en arrivant en 6e, j'étais dans un lycée beaucoup plus homogène, même couleur de peau, même religion, même milieu social. Et ce choc en fait de manque de diversité m'a tellement marqué que je me suis mis en recherche à ce moment-là de trouver un moyen de m'engager pour retrouver cette diversité. Alors, j'ai tenté plein de choses. J'ai été abonné au Parc des Princes pendant 4 ans, supporter du PSG, etc. Ah oui, mais c'est autre chose. Bon. Et puis un jour, je me suis converti, je dirais, à cette question de la coexistence active, parce qu'en rentrant d'un jamboree mondial du scoutisme, on oublie trop souvent que le scoutisme est interconvictionnel, interreligieux. Il y a plus de scouts musulmans dans le monde que de scouts chrétiens. En rentrant, j'étais donc à la messe et un imam nous a invités à visiter la mosquée. Personne ne voulait y aller. On m'a dit mais qu'est-ce que tu vas aller faire avec ces bougnous? On n'a rien à faire avec eux. Donc choqué, j'y suis quand même allé dans la mosquée. Et grâce à cette amitié avec l'imam au début, j'ai pu visiter différents lieux de culte. Et 1 an et demi plus tard, il y a eu l'opération à Gaza, je ne sais pas si vous vous souvenez, Plomb Durci, la première, qui a provoqué en France des vagues de haine. On a eu des synagogues et des mosquées attaquées en raison de soutien aux Palestiniens, aux Israéliens. Et là, les lieux de culte que je fréquentais depuis 1 an et demi organisent place du Plex une manifestation pour la paix et disent nous, on est contre l'importation du conflit, c'est-à-dire contre l'importation d'une haine à l'égard d'un adversaire au nom d'un soutien à une population. Je participe à cette manifestation, je lance un appel aux jeunes présents dans la salle et je leur propose qu'on organise un don du sang pour montrer qu'on peut faire couler le sang pour la paix et pas pour la guerre. Et avec les 10 jeunes qui m'ont rejoint, on était 11, un peu une équipe de foot, je n'avais pas quitté le Parc des Princes. Voilà, on était 11 et on a créé ce premier groupe Coexister pour dire notre amitié peut être utile, pas simplement malgré nos différences, mais grâce à nos différences, on va faire quelque chose ensemble. Et aujourd'hui, finalement, vous avez un peu, on va dire, visé juste. C'était un peu avant-gardiste parce qu'aujourd'hui, avec le mal contemporain, ce mal contemporain qu'est le terrorisme, et Daesh, elle est encore peut-être plus nécessaire aujourd'hui. Elle est peut-être plus nécessaire avec le terrorisme aujourd'hui. Disons qu'on en sent plus facilement sa pertinence. Je dirais, là où on a visé juste, c'est surtout pour le nombre de jeunes qui nous disent, grâce à Coexister, c'est 85% des sondés au sein du mouvement, qui nous disent ça. Le premier soulagement que j'ai vécu, c'est de trouver un lieu où je peux être pleinement moi-même, assumer mon identité, mon histoire, mes convictions, quelles qu'elles soient, et en même temps côtoyer les autres. Et ça,
Je n'ai pas d'autre espace aujourd'hui en France, dans la République, pour le faire de façon si naturelle. Quand je côtoie les autres, je suis obligé d'effacer un peu ma singularité, d'être uniformisé pour qu'il n'y ait pas de vagues. On parle ni politique ni religion. Mais un lieu où je peux à la fois m'assumer pleinement, avec tout le poids de mes racines, et en même temps prendre l'audace d'ouvrir mes branches comme ça, on nous dit, je ne l'ai pas vu ailleurs. Et donc, les jeunes qui ont créé ces 33 groupes coexistés en France, on espère en avoir 100 avant notre 10e anniversaire en 2019, c'est des jeunes qui disent ça. J'ai vécu cette expérience en arrivant dans Coexister. Et ce qui est curieux, c'est que quand on sonde encore les jeunes du mouvement, 64% d'entre eux disent être en conflit avec leurs parents à cause de leur adhésion au mouvement, en disant « moi, on ne me soutient pas dans cette démarche-là parce que ça choque ». Et c'est vrai qu'il y a une culture du clan, une culture de la grotte, une culture du chacun chez soi qui prédomine encore aujourd'hui, un peu dans un esprit sécuritaire. Et je voudrais rendre hommage justement aux jeunes qui vivent ce conflit familial parce qu'ils ont pris les devants, ils ont eu le courage de sortir de leur groupe, un peu de leur clivage, pour rencontrer d'autres jeunes et vivre cette expérience de coopération. Mais est-ce que c'est pas une question de dire pourquoi parler aussi autant de religion et finalement pas regarder ça, c'est quelque chose d'intime et se dire la religion c'est à la maison. Ça, vous aimez pas cette phrase-là, hein? Ça dépend en fait. Ça dépend parce que je suis assez d'accord pour dire que la religion ça reste quelque chose d'intime, à condition que ce soit pas une règle dans la société. Ceux qui ont envie d'en parler et de s'épanouir à l'intérieur doivent pouvoir le faire. Donc ça me paraît important. Et je pense aussi que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on ne parle pas tant de religion que ça, au sein de Coexister. Les jeunes qui arrivent viennent avec une conviction singulière, qui viennent partager au départ, en disant « moi, je viens avec tout ce poids-là de mon histoire et de ma tradition, mon patrimoine ». Mais une fois dans le mouvement, c'est sur autre chose qu'on se concentre. C'est sur les causes communes, c'est sur le commun. Oui, mais le commun n'est pas pour sa cause personnelle, bien sa sûr, propre religion. Mais le commun n'est pas possible sans le singulier, comme l'unité n'est pas possible sans la diversité. Donc, on arrive avec son bagage, mais en fait, une fois dans le Coexister, on ne parle pas religion, on parle de justice sociale, de causes qu'on veut défendre, d'objectifs communs, de citoyenneté. Donc, c'est pas un lieu de dialogue interreligieux à proprement parler, c'est un lieu de coopération interconvictionnelle. Vous avez dit dans une interview que j'ai lue vouloir remettre la loi de 1905 en avant et surtout, vous dites être aujourd'hui concerné par son interprétation. Oui. Tout à fait, mais je pense qu'on est beaucoup en France à être concernés par l'interprétation. Je pense que la loi de 1905 sur la laïcité, la séparation des églises et de l'État est le meilleur cadre qu'on puisse imaginer pour vivre une coexistence effective, active, coopérative, tout ce qu'on veut de positif. C'est aussi le meilleur rempart contre le multiculturalisme. Vous savez, c'est ces pays voisins où les communautés vivent justement séparées, un peu comme des blocs qui ne se côtoient pas. Le problème, c'est que la laïcité a été utilisée par certains dans son discours comme un peu une religion d'État, donc dévoyée de son origine. Au lieu d'être un cadre qui permet toutes les opinions, elle devient une opinion elle-même. Donc il y aura les laïcs et les autres. Alors qu'en fait, tout le monde peut être laïque en étant aussi autre chose. Laïque et athée, laïque et chrétien, laïque et musulman. Laïque n'est pas une religion. Laïque n'est pas une religion. Et de ce fait-là, il y a eu un sentiment, volontaire ou involontaire, de créer chez les Français l'idée que la laïcité serait uniformisante, qu'elle efface nos singularités, qu'on doit laisser son identité au vestiaire. Et qu'une fois sur la place publique, on n'a plus le droit d'être ce qu'on est. Ça, c'est terrible parce que c'est contre-productif. Ça crée justement les frustrations. Et je suis même convaincu que c'est la raison principale aujourd'hui des relents identitaires, des relents communautaristes. Il n'y aurait pas eu cette volonté d'uniformiser. On n'aurait pas eu aujourd'hui cette volonté très forte de singulariser. On va revenir sur l'association. On va l'Interface Tour. C'est quelque chose qui est organisé notamment par l'association. Ils sont 4, un juif, un musulman, un chrétien et un athée. Ils ont fait le tour du monde afin de découvrir aux 4 coins de la planète des initiatives de paix, de solidarité interreligieuse de par le monde, et ce pendant 10 mois. On va aller le voir parce qu'Alison Tassin et Clémentine Baud sont allées à leur rencontre il y a quelques semaines. C'est l'histoire d'un musulman, d'une juive, d'une catholique et d'une athée. Il ne s'agit pas là d'une blague, mais plutôt d'une aventure. Okay. Pendant 10 mois, Samir, Léa, Lucie et Ariane ont fait le tour du monde. 32 pays visités, 400 initiatives interreligieuses répertoriées et autant de rencontres fortes en émotions. On a perdu Lucie! Ok, on a retrouvé Lucie. Le Rwanda, par exemple, pays meurtri par un génocide ayant fait plus de 800 000 morts, est resté pour tous une étape marquante. Voir la force du pardon dans ce pays, une femme qui a eu le bras tranché, par exemple, durant le génocide, et qui décide de pardonner à son agresseur et de visiter le mémorial du génocide avec lui. Ce sont des exemples qui ont été bouleversants, et c'est vrai que ça nous a beaucoup marqué dans l'équipe, tous les 4. Et en ressortant de ce pays, je me suis dit, je ne veux pas avoir 1 gramme de haine à l'intérieur de moi parce que je sais les conséquences que ça peut avoir. Le Rwanda et la France. Une expérience qu'il raconte à travers une série de vidéos et d'articles, mais qu'il partage aussi lors de conférences. Rentrés il y a à peine quelques semaines de leur périple,
L'équipe, entourée d'autres membres de l'association Coexiste, entame un tour de France en camping-car. Un programme au pas de course, entre rencontres avec des élus, des bénévoles locaux ou encore des lycéens. Cet après-midi, c'est à Rennes que les 4 jeunes vont échanger autour de leur voyage, mais surtout autour des préjugés et du regard sur les autres religions. Ici devant vous, vous avez un juif, un chrétien, un musulman, un athée. Je vous laisse deviner qui est qui. Tout vient de l'ignorance en fait. C'est pour ça qu'on essaye de faire des sensibilisations, de déconstruire les préjugés des jeunes pour leur apprendre de faire ce pas, d'aller demander à son voisin mais en fait pourquoi tu vas à la mosquée, pourquoi tu te mets la tête par terre quand tu pries ou alors à la synagogue, etc. Et même si le public est timide, la réflexion mûrit. Vous qui êtes athée, vous avez préféré ou vous êtes plus d'accord avec une religion que l'autre? Souvent, il y a un peu ce truc-là de dire que l'athée ne croit en rien. Et donc, moi, si je devais répondre à ta question pour choisir une religion, écoute, je ne choisirais pas de religion. Je comprends plus les personnes qui croient en une autre religion que celles qui croient en rien, parce que je trouve ça bizarre un peu de ne pas avoir de croyance, mais du coup là j'ai une autre opinion de la chose en ayant encore vu le témoignage de Ariane. Toutes les religions elles peuvent faire le même voyage, elles peuvent être amies et découvrir les mêmes pays de la même façon. Les témoignages que Samir, Léa, Lucie et Ariane ont accumulés durant leur voyage vont aussi alimenter le travail de recherche sur le dialogue interreligieux de l'Université de Vienne. L'interreligieux sert différents thèmes, on en a repéré 5 durant le voyage, que sont l'art, l'éducation, la résolution de conflits, la solidarité et l'environnement. Et donc c'est toujours renouvelé. À chaque fois, on abordait des angles différents dans lesquels intervenait l'interreligieux. Et dans leur bagage, ils ont aussi rapporté des exemples concrets, des actions qui pourraient être transposées en France pour améliorer le vivre ensemble, toujours avec l'idée de passer de l'ignorance à la connaissance. Pendant la période du Ramadan, tous les soirs, il y a des étudiants qui ont pris l'initiative de planter une tente en plein cœur de Londres. Avant le repas, les musulmans qui viennent pour rompre le jeûne du Ramadan font leur prière devant cette tente. Donc les musulmans font leur prière, les autres regardent et donc ont accès à cette pratique des musulmans qui n'est pas forcément toujours visible dans les mosquées. Et ensuite, on va partager un repas ensemble et donc créer un moment de cohésion sociale entre des gens de différentes communautés. Des paroles pleines de sagesse pour des jeunes qui ont seulement entre 20 et 28 ans. La prochaine promotion s'élancera en juillet 2017. D'autres découvertes en perspective sur une matière qui, elle, semble infinie. The goal is not that we should pray together, but the goal should be that we pray for each other. Et voilà, on finit sur cette belle phrase. L'association, elle a reçu divers prix, des récompenses, et elle est même reconnue d'intérêt général aujourd'hui. Oui, tout à fait. Elle a reçu notamment le label La France s'engage en mars 2015. C'est encourageant. Ça veut dire qu'il y a une coopération possible avec le gouvernement sur ces sujets, même si c'est pas toujours facile en ce moment. Et la France s'engage, d'ailleurs, ça vous apporte quoi? Des financements, du coup, des aides? La France s'engage, c'est normalement des financements, un accompagnement administratif aussi pour obtenir les agréments qui manquent à la croissance de l'association, comme l'utilité publique ou l'éducation nationale, etc. Et puis, un aide à la visibilité médiatique. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est obligé d'applaudir le premier volet sur le financement qui est à l'heure et les 2 autres, on n'a pas encore vu la couleur. Mais c'est quand même positif, ça veut dire qu'il y a un espoir de travail. Et pendant le Tour du Monde, j'ai fait la première édition, donc pas celle du sujet à l'instant, on a réalisé que les initiatives les plus efficaces sont celles où il y a une coopération entre société civile et gouvernement. Quand ils travaillent séparément ou l'un contre l'autre, ça ne marche pas pour changer la société en fait. Vous avez choisi quand même un terrain qui est assez glissant et c'est vrai qu'il peut être toujours assez sensible. Et vous avez d'ailleurs été dernièrement au cœur d'une polémique. Le soir du 13 novembre, c'est vous qui avez lancé le hashtag Nous sommes unis. Absolument. Et des milliers d'internautes d'ailleurs ont repris ce slogan. Et vous avez ensuite décidé d'écrire un texte, Tous unis, qui a été publié, une tribune publiée dans Libération. Vous avez très vite obtenu d'ailleurs des signatures, des dizaines d'associations, de syndicats et d'ONG en bas de votre texte. En bas de l'appel, notamment Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité. Mais à côté, il y avait aussi des signatures de certains conservateurs musulmans, d'associations considérées comme progressistes. Et là, ça a été pour vous l'avalanche de critiques. On vous a associé à ça les rumeurs les plus folles, associées notamment aux frères musulmans. On vous a pointé du doigt et vous dites même que vous avez été victime d'une véritable chasse à l'homme. Oui, c'est d'autant plus juste qu'en fait, dans la période qui suit la rédaction du texte, il n'y a aucun problème.
Pendant 2 mois, le texte est signé avec les 90 signataires qu'on connaît, parmi lesquels des pointures de l'État comme la CNCDH, différents syndicats, le directeur du CRIF, etc., qui signent ce texte ensemble dans les semaines qui suivent. Et pendant 2 mois, c'est silence radio où tout le monde applaudit ce collectif Nous sommes unis, qui a fait plusieurs médias, une trentaine d'associations membres. Ce qui se passe, c'est au mois de janvier, où le texte est déterré par certaines personnes pour dire, regardez, à l'époque, l'attaque est contre Jean-Louis Bianco, l'indignité de cette personne, puisqu'elle a osé signer un texte avec telle personne. Alors, les personnes avec lesquelles Jean-Louis Bianco est accusé de signer sont supposées islamistes, frères musulmans. Nous, on n'en a pas vu encore ni la preuve ni la couleur. Que ce soit des personnes qu'on puisse qualifier éventuellement de conservateurs ou de pratiquants musulmans, oui, certes, mais c'est leur droit le plus absolu. Et puis nous, ce qu'on a répondu, c'est que parmi les signataires, il y avait un très grand panel de personnes extrêmement diversifiées et qu'on n'a pas besoin d'être d'accord sur tous les sujets pour signer un texte qui condamne le terrorisme. Et surtout, ce qui était très fort pour moi, c'est les gens que représentent les signataires. C'est-à-dire que chaque signataire, dans sa diversité d'identité et d'idées, même parfois si les idées des signataires sont contradictoires, représente un pan entier de la population. Et donc chaque jeune, chaque citoyen qui se reconnaît dans le signataire, le fait d'imaginer qu'il puisse se rassembler une seconde avec les autres signataires, c'est quelque chose de très fort pour la cohésion sociale. Donc je pense que le texte a été d'abord déboulonné pour des querelles internes au sein du Parti socialiste entre 2 visions d'interprétation de la laïcité, qu'on a été lâchement victime en fait de ce règlement de compte intra-socialiste, et que aujourd'hui, on en a tiré les leçons, on arrêtera de s'exprimer de cette façon-là pour l'instant, tant que le gouvernement n'aura pas changé en tout cas, pour rester concentré sur notre mission première qu'est le travail. On n'est pas une organisation dogmatique ou idéologique. On a dit ce qu'on pensait au nom de notre expérience de terrain. Ça n'est pas audible pour ce gouvernement et donc pour cette actualité. On attendra que ça change et on reprendra la parole sur ce sujet. En attendant, on continue de faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire créer du lien entre personnes de différentes convictions. Il nous reste 30 secondes, juste un petit mot pour la fin. Ce vivre ensemble, qui devient presque un gros mot aujourd'hui, c'est une utopie ? Le vivre ensemble est une utopie s'il n'y a pas de faire ensemble. Si on accepte de passer d'abord par le faire ensemble et de coopérer avec son voisin, pas simplement le tolérer, qu'on accepte de le respecter, dans ce cas, le faire ensemble n'est pas une utopie, c'est possible et ça commence maintenant. Eh bien, on l'espère en tout cas. Merci Samuel Gibowski, fondateur de l'association Coexister. Je rappelle votre livre Manifeste pour une coexistence active. C'est aux éditions de l'Atelier. Merci, bonne journée à vous. Merci à bonne vous. Journée à tous sur LCI. Tout de suite, le 12-14 présenté par Sébastien Borgna.